Salut, moi c'est Guillaume, je suis gay et j'ai été très longtemps sexuellement bloqué. Ce podcast, c'est comme un guide. Chaque épisode t'aide à sortir du non-dit, à entendre tes désirs et donne des conseils pratiques pour ta vie sexuelle ou amoureuse. J'essaie de vivre de ce podcast, alors si tu aimes mon contenu, fais un don. Tape bit.ly/comment devenir dans ton navigateur. Tu auras aussi mon Instagram pour voir ma petite tête et les infos pour venir à une rencontre entre auditeurs dans ta ville. À la toute fin de cet épisode, je t'en dis plus sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Allez, place à ton épisode, bonne écoute. Est-ce que tu as des questions avant qu'on se lance, Nicolas ? Pas du tout. Non, je connais le podcast, donc ça ira. Je te lis ma petite intro. Je t'en prie. Nicolas, bienvenue chez moi. Enfin, plutôt chez les 2 auditeurs qui m'hébergent ici à La Réunion, dans l'ouest de l'île. Nous sommes sur leur terrasse. Je le dis si les auditeuristes entendent des bruits ou des petits cuicuis d'oiseaux, comme par exemple le gazouillis du paillanqueux, l'oiseau emblématique de La Réunion. Alors je m'emballe sur mon point faune et flore, parce que le paillanqueux est plutôt rare par ici, mais bon, je me devais de dire le nom de cet emblème national, pas national, de cet emblème de l'île, parce qu'ensemble, Nicolas, on va parler de taille de queue. Excellent. Toi, Nicolas, tu as grandi et tu vis dans le sud de l'île, et j'ai de la chance, tu m'as fait la visite. Avec ses coulées de lave, son relief escarpé, ses cascades et sa végétation luxuriante, je me suis cru dans Jurassic Park ou Lost, une de tes séries télé préférées. C'est vraiment grandiose. Toi, Nicolas, tu grandis dans un petit village perdu dans ses hauteurs et tu es un pionnier, le premier gay out du village. Et depuis 1 an, le premier gay marié du village. Tu t'es marié avec ton premier amour. Tu deviens la référence que tu rêvais d'avoir, tu vas nous raconter. Sexuellement, ton défi, c'est que tu ne te sens pas assez. Ton corps n'est pas assez mince ou musclé et ton sexe n'est pas assez gros. Tu m'as dit, la taille de mon sexe a forgé ma sexualité. Parce que ta bite serait trop petite, tu deviens 100% passif. Tu m'as dit, j'ai appris à développer une sexualité où j'ai pas besoin de l'utiliser. Tu aimes être soumis, tu te mets au service du plaisir de l'autre, à tel point qu'aujourd'hui tu te demandes, toi, ce que t'aimes vraiment. C'est pas facile de dire que sa bite est trop petite. Tu es encore un pionnier à cet endroit, le premier sur le podcast, à briser ce tabou. On est tellement nombreux à s'inquiéter de la taille de notre bite, faut qu'on s'en parle. On se compare, elle n'est pas assez grosse, ou même trop grosse, elle est tordue, elle est trop fine, le gland est trop ceci, pas assez cela. Moi je suis sur les applications de rencontres, et je pense que c'est 1 jour sur 2 où on me demande si je suis BM, acronyme de bien monté. Je me dis toujours que pour ces gens-là, ça ne sera forcément pas assez la taille de ma bite, et du coup, je pars. J'arrête de parler aux gars. Justement, pour explorer mon côté actif, j'ai dû apprendre à aimer ma bite, à contrer les petites voix dans ma tête qui me disaient qu'elle n'était pas assez grosse. Peut-être que je pourrais te raconter mes 2 ou 3 astuces sur ce chemin. Alors merci Nicolas d'ouvrir ce sujet. J'ai l'espoir que mettre des mots t'aide et te transforme à jamais, et m'aide-moi en ricochet et plein d'auditeuristes. Faut qu'on se le mette bien dans la tête. La taille n'a rien à voir avec le beau ou avec le plaisir. D'ailleurs, les épisodes de ce podcast sur le plaisir prostatique le disent bien. La prostate est à quelques centimètres de l'anus et une seule phalange peut procurer un plaisir immense. Alors si ça te va, je te propose qu'on se lance et je vais te faire tirer une question au hasard. Je vais t'inviter à choisir un chiffre entre 1 à 77, à moins que tu aies besoin d'apporter une petite rectification ou une réaction à cette intro. Une réaction, c'est très juste et très beau. Merci Guillaume. Ah bah merci. Un chiffre de 1 à 77 ? 17. Tu sais, je sais pas si tu as écouté les derniers épisodes, mais c'est maintenant Je connais. Des questions magiques. Donc faut pas badiner. Question 17. Et puis il faut surtout pas que je me trompe de ligne. C'est un peu moins magique. Quelles sont les barrières que tu as rencontrées en cherchant à t'épanouir sexuellement ? Ok. Est-ce qu'il faut que je réponde maintenant ou un peu plus tard ? C'est le moment où en fait on est libre. Toi et moi on est des êtres Choisis. libres. Il y a un truc, quand je te pose cette question, assez générique faut dire, il y a un truc comme ça qui t'est venu spontanément ? Oui. Les barrières que j'ai pu ressentir, c'est les propres barrières que j'ai pu me mettre. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. C'est pour ça que c'est marrant que tu poses cette question. Mais
je me suis rendu compte avec le temps que les barrières qu'il peut y avoir, que ce soit dans la vie ou sexuellement, souvent c'est nous qui les mettons. Et moi, les barrières que j'ai pu me mettre, c'est que, tu l'as dit, je suis trop ou pas assez, que je ne vais pas plaire et que je suis pas assez beau, pour parler clairement. Et donc, c'est les barrières, ouais, c'est ce genre de barrières que j'ai pu avoir et ressentir. Aujourd'hui, elles vivent comment en toi, ces barrières? C'est-à-dire, c'est de la petite voix qui s'impose à quel moment et qui dit quoi? Aujourd'hui, j'en ai conscience, donc il y a du chemin qui a été fait, donc je me bats. Mais oui, ça reste une petite voix en moi. Et quand est-ce qu'elle se manifeste? Alors au moment pendant les moments intimes, pendant le sexe, un peu, mais après, comme ça fait longtemps que je connais mon partenaire, mon mari, j'arrive à gérer et il a appris et il m'a montré qu'il me trouvait beau et qu'il m'aimait. Donne-moi un exemple. Genre, tu te rappelles la dernière fois ou une fois où la petite voix... Ouais. Quand je suis à quatre pattes en levrette et que je vois le gras pendre. C'est marrant, j'allais te dire exactement ça. Et je me vois et en fait je me regarde et je me dis c'est pas beau. Il doit pas trouver ça beau ce gras qui pend en fait. C'est quel gras qui pend? Le ventre et la poitrine, les deux. Plus la poitrine. J'ai un problème avec la poitrine, peut-être qu'on pourra y revenir, mais j'aime pas du tout ma poitrine et du coup je vois ma poitrine qui pend. Ouais. Et je le regarde et en fait c'est là typiquement c'est arrivé récemment dernier acte sexuel où je me dis ouais c'est pas beau en fait, je suis pas sexy. C'est marrant parce que j'allais exactement te dire ça. Je trouve que la position où du coup mon ventre et mes seins du coup tombent, tu vois. Enfin, je pense que la levrette c'est à quatre pattes et tout. Je pense exactement la même chose, ouais. T'arrives aujourd'hui, comme ça va mieux, t'as dit, comme je connais bien mon partenaire, donc toi t'es marié depuis... Marié depuis 1 an. Et vous êtes ensemble depuis ouais, presque 20 ans, 17 ans, ouais. Et comment t'arrives à rebondir? Donc la petite voix nous casse les pieds. Ouais. Est-ce que t'es pas obligé d'y arriver? Enfin, qu'est-ce qui se passe une fois que tu t'es dit la petite voix? Et je sais que c'est moi qui t'ai conseillé de poser ton micro sur le menton. Et en fait, c'était un mauvais conseil. Ça frotte. Ça frotte un peu, ouais. Car tu es... Je suis barbu. J'aime trop quand tu m'as regardé en mode merde, je suis. Je suis. Non, excuse-moi, donc si ça te dérange pas, ouais. Non, ok. Ouais, qu'est-ce qui se passe après? Après, quand je me rends compte de ça, je sais, comme je dis, je fais le chemin voie parasite et j'essaie de concentrer sur autre chose, sur mon plaisir, sur le fait que mon partenaire prend du plaisir et qui me trouve beau, qui me l'a dit, qui me le dit. Et j'essaie de conscientiser que non, en fait, c'est moi qui ne me trouve pas beau, c'est pas lui. Mais tu y arrives pendant l'acte sexuel et tout? C'est compliqué, pas toujours. Non, mais du coup, même quand j'y arrive, c'est vrai que ça crée un peu un moment de déconnexion. Pendant l'acte sexuel, on est censé se laisser aller. De ouf. Donc, c'est pas toujours facile d'être en train de se faire pénétrer, de se dire en même temps, ah, je suis pas beau, j'ai le gras qui pend, et en même temps, oh non, mais... Détends-toi. Donc, c'est assez compliqué. Et du coup, le mieux, c'est quand je n'ai pas cette voix parasite qui vient, et j'ai pas à faire ce travail-là. C'est sûr que c'est les meilleurs moments que je peux passer au lit, c'est quand je ne me regarde pas. Bah de ouf. Moi, ce qui a bien marché quand j'ai réussi à le faire, c'est de le dire. C'est de dire, attends là, je me déconnecte parce que j'ai l'impression que je suis moche. Ah, j'ai jamais essayé ça. Et après, c'est pas avec, je pense que je le ferai pas avec n'importe qui, etc. Mais parce qu'en fait, sinon moi, j'arrive pas à arrêter la petite roue du hamster. Une fois que j'ai commencé à avoir cette petite roue et qu'après je m'entends dire, vas-y, détends-toi. C'est vraiment comme quelqu'un qui a le vertige, à qui tu dis, mais vas-y, arrête d'avoir le vertige. Ouais, ça, je suis d'accord. Du coup, je me sens encore plus con et ça se bloque encore plus. Le nœud se fait encore plus. Et du coup, pour briser le sortilège, je le dis tout fort. Je lui dis, ah, vas-y, là, j'ai le ventre qui pend, j'ai l'impression que je suis chum et tout. Et en fait, comme j'ai la chance où j'ai l'intelligence de bien choisir mes partenaires, en fait, comme eux, ils kiffent, en fait. Si tout va bien, en fait, ils sont là en train de me voir et de kiffer. Ils ont les mots. Et même s'ils n'ont pas les mots, en fait, le sortilège est brisé. C'est ça que je voulais te dire. Parce que tu le dis.
Moi, après, il y a aussi le fait que mon partenaire me connaît bien. Il connaît, mais il sait que j'ai un problème avec ça. Et je pense qu'il le sent aussi avec le temps. Et il sait, par exemple, que je vais aimer qu'on me pince les tétons. Et s'il sent que je commence à être mal à l'aise, il va me passer un peu les tétons, me caresser, montrer que lui, il aime ça. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Et moi, ça me permet de me remettre un peu dans l'acte et de montrer que toi, cette partie du corps que tu n'aimes pas, moi, je l'aime. Et ça me permet d'être un peu plus en paix avec moi-même aussi. Ouais, grave. J'avais peur qu'il y ait un voisin qui fasse genre de la mécanique ou... Mais là, on a un voisin qui ramasse des feuilles à côté. Et je le dis parce que si on l'entend, comme ça, les gens savent ce que c'est. Mais là, à chaque fois, on me dit, non mais Guillaume, on n'entend pas les bruits, donc arrête de nous casser les pieds. Bon. Mais là, c'est fort. Je me dis qu'on peut l'entendre. Petit côté ASMR. Exactement. Moi, j'aimerais trop qu'on ait des oiseaux quand même. Parce que là, ce matin, tout à l'heure, il y avait des gros cuits trop jolis et tout. Ok. Juste, comment ton partenaire sait que t'es mal à l'aise et qu'il se met du coup à te caresser ou à te pincer les tétons? T'as l'impression que ton visage ou comment ton partenaire qui te connaît bien ressent le malaise que toi tu vis mais que t'exprimes pas forcément? C'est une question qu'il faudrait lui poser à lui parce qu'on n'a jamais échangé sur cette partie-là. Enfin, on a déjà échangé sur le fait que j'aime pas cette partie de mon corps, que ça me met mal à l'aise, etc. Moi, j'ai envie de dire qu'il le sent. Ça doit être dans mon langage corporel. Peut-être que je bouge un peu plus, ou il voit que je me redresse, ou peut-être tout simplement que je me regarde physiquement. Je pose les yeux sur moi. C'est une bonne question. C'est à lui qu'il faudrait demander. Mais en tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il le sent en général, et c'est comme ça que je le perçois, qui me rassure. Tu sais, quand est-ce que ça a commencé, ce rapport au corps? Ça vient d'où? Est-ce que t'as un peu plus d'infos sur... Pour moi, tu veux dire? Ouais, parce qu'en fait, tu sais, c'est intéressant quand on s'est rencontrés, toi et moi, comme pas mal d'auditeurs, tu m'as dit « Ah, mais en fait, t'es pas gros ». Tu m'as pas dit ça, toi. Mais... Parce que moi, j'ai souvent parlé sur le podcast de mon rapport à mon corps, qui fait qu'en fait, comme on me voit pas, je pense que les gens imaginent des trucs. Et donc là, par exemple, pour toi, les gens pourraient imaginer, je sais pas, que t'es obèse, que toi, tu te considères gros? Oui. Ah ouais? Ouais, et c'est vrai que les gens me disent non, tu n'es pas gros, mais moi je me considère gros, mais ça a commencé dès l'enfance, pour répondre à ta question initiale, parce que j'étais quand même plus gros enfant, et à l'adolescence je me suis un peu affiné, jeune adulte encore plus, mais j'ai gardé en tout cas comment on dit, ressenti? Non, pas le ressenti, tu sais, quand tu n'aimes pas une partie de ton corps. Dysmorphophobie, mais c'est pas le mot que je cherche. Tu sais, quand tu as l'impression d'être trop petit, trop grand, trop gros, je suis ce complexe. Voilà, merci. Donc, en fait, j'ai gardé ce complexe. J'ai eu ce complexe. Je recommence. En fait, j'ai eu ce complexe dès l'enfance. Mon père n'aidait pas non plus. Il faisait pas de réflexion sur mon corps, mais il faisait des réflexions sur le fait que je pouvais manger trop parfois. C'est plus sur la nourriture. Et il ne voulait pas d'un enfant gros, hein, il me l'a dit. Et moi, je le sentais bien. Et à l'école, moi, j'ai tendance, quand je grossis, je prends du ventre et de la poitrine. Et c'est familial, c'est génétique. On est tous pareils dans la famille. Et les enfants sont assez cruels. Et on a pu me faire des remarques sur ma poitrine, etc. Et c'est quelque chose que j'ai gardé tout au long de ma vie. Ok. Moi, j'ai l'impression que le gros n'existe pas. Enfin, je trouve... T'arrêtes pas de répéter ce terme et en fait il est fort de sens, mais du coup à partir de quand on est gros? Parce que en fait moi mon regard sur toi c'est que t'es surtout très grand. T'es d'accord que t'es grand? Oui. Et donc du coup en proportionnalité tu occupes plus d'espace. Tu fais combien? 1 mètre? 1m83. Ok. Et du coup toi tu as un nombre de kilos où tu considères que tu deviens gros? Moi, en fait, je m'attarde pas trop sur les kilos depuis quelques temps quand même, parce qu'il y a il y a encore quelques années où c'était important, où pour moi 1m83, il fallait que je fasse maximum 83 kilos. J'avais cette barrière dans la tête. Aujourd'hui, je fais un poil plus, mais c'est plus mon reflet dans le miroir. Et je me suis rendu compte que même en dessous de 83, puisque j'ai pu faire moins de 83 kilos, je me trouvais toujours gros. Et c'est là où j'ai eu aussi une prise de conscience de
En fait, c'est pas une question de chiffres, c'est une question aussi de comment je me vois. J'ai commencé à prendre conscience aussi que peut-être j'avais une dysmorphophobie, j'avais une vision de moi qui était un peu altérée aussi. Parce que tout le monde me disait mais non, t'es pas gros, pas du tout. Et puis même mon mari je lui disais mais regarde ce t-shirt, il me boudine, on voit que mes bourrelets, on voit ma poitrine. Il disait mais non, pas du tout, c'est toi qui fais une fixette dessus. Donc j'ai commencé à prendre conscience de ça récemment, mais ça a toujours été le cas depuis mon enfance en fait. T'as eu l'impression que ça a impacté ton chemin d'intime, de sexualité, d'amour Oui, parce que j'ai en fait, plus jeune, à 18 ans, et même à l'adolescence, j'avais envie de sexe, mais je n'osais pas passer le pas, parce que j'avais peur du jugement des gens. Ou de mon partenaire. Et donc, les plans cul, pour moi... sur ton corps. Sur mon corps. Donc, pour moi, les plans cul, les rencontres sans lendemain, c'était pas possible. Il fallait que j'apprenne à connaître la personne, que je sois sûr de lui plaire, qu'on discute. C'est pour ça que ma première fois, alors c'est pas tard, 20 ans, mais comparé à d'autres, même quand j'écoute tes podcasts ou quoi, et j'ai aucun problème avec ça, mais je l'ai fait à 20 ans, et pourtant, je raconterai mon histoire peut-être après, mais j'ai eu l'occasion avant peut-être de rencontrer d'autres partenaires, mais j'ai mis du temps avant de le faire parce que il fallait que je sois en confiance. Et c'est en ce sens-là que ça a impacté mon intime parce que je pouvais pas imaginer coucher avec quelqu'un comme ça sur un coup de tête ou que je connaissais pas parce qu'il ne pouvait pas m'aimer. En tout cas, il y avait le risque qu'il me rejette. Mais vraiment uniquement corps, parce qu'en fait, uniquement autour du corps. Parce qu'en fait, moi, ce que j'ai compris, c'est que donc toi, tu grandis et tu vis jusqu'à l'âge de 18 ans. Dans un village dans les hauteurs, dans le sud de l'île, un village familial. La spécificité, je crois même réunionnaise, c'est qu'en fait souvent on habite avec sa famille, donc on a autour d'autres maisons avec les oncles, les tantes. On est d'accord ? Oui, c'est ça. C'est que moi j'ai grandi entouré de ma famille. Et quand on dit qu'il faut un village pour élever un enfant, à La Réunion on a la chance de le faire concrètement. Mes voisins c'était mes grands-parents, mes oncles et tantes habitent tous à moins d'1 kilomètre, donc, et mes amis d'enfance, c'est mes cousins. Et il n'y a pas d'autres gays ? Du tout. Zéro. Dans la famille proche, en tout cas, la famille que je côtoie tous les jours, ou presque, je suis le seul. Dans mes voisins, j'étais le seul, en tout cas. Mon père a un cousin qui est homosexuel, mais qui l'a jamais totalement assumé, qui vit en métropole, qui vit à Paris, et même si les cousins sont au courant, les frères et sœurs sont au courant, les parents ne le sont toujours pas, même à l'heure actuelle. Et donc moi, j'avais vraiment aucun repère. Et même à la télé, quand il y avait des homosexuels, mon père, qui était très homophobe, faisait un rejet fort et changeait de chaîne. C'est vraiment pas de PD à la maison, je change de chaîne. Donc j'avais vraiment aucun repère autour de moi. Et les seuls repères que je trouvais, c'était sur Internet, parce que c'était les balbutiements d'Internet. À l'âge de 15-16 ans, j'ai eu une connexion Internet, le 56K, mais j'arrivais quand même à discuter. Et c'était la période des MSN et surtout des chats. À l'époque, j'allais sur les chats entre mecs, ça s'appelait. Et c'est comme ça que j'arrivais à discuter avec des hommes. Donc d'autres Réunionnais ? Alors c'était difficile, parce qu'entre mecs, c'était un chat national. Et il fallait essayer de trouver les gens qui étaient de La Réunion. Donc j'arrivais à en trouver, mais pas forcément de mon âge, pas à mon goût. On discutait un peu et puis j'ai pu tomber sur... j'ai le souvenir de 2 personnes, beaucoup plus... Moi, il faut se mettre en tête que j'avais 15-16 ans. Et eux, ils avaient la quarantaine, voire plus. Il y en a un qui avait 50 ans, qui voulait venir à la maison, venir me chercher ou qui me donnait rendez-vous. Mais il fallait pas que je dise chez qui, je savais pas comment il s'appelait, et personne ne devait être au courant. Je trouvais ça dangereux, et j'ai posé quelques lapins comme ça à des gens, parce que j'avais envie de sexe. C'est ça que j'allais dire, donc du coup, toi tu disais un de mes blocages autour de mes rapports intimes, parce qu'en fait toi tu pars pour Montpellier, à 18 ans. En France hexagonale à 18 ans, et donc avant 18 ans, tu disais, moi un des gros freins c'est mon rapport au corps, et
j'allais dire bah aussi comment tu voulais faire des plans. C'est qu'en fait, t'avais la possibilité en vélo ou en marchant d'aller rejoindre quelqu'un. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Imaginons que t'adores ton corps, t'aurais fait comment? Alors, c'est, je pense, compliqué, mais quand on veut, on peut. Il y a le bus. Sur un des épisodes précédents, c'est marrant, y en a un qui disait ouais, le bus, c'est 1 fois par heure. Moi, je trouvais ça trop bien qu'il y ait un bus toutes les heures. Après, une fois arrivé à Montpellier, parenthèse, il y en avait un toutes les 10 minutes. Je trouvais ça vraiment incroyable. Mais moi, déjà, un bus toutes les heures, je trouvais qu'on était bien desservi. Est-ce qu'à La Réunion, toi, t'habites dans un coin un chouïa plus reculé quand même? Oui. J'habite dans les hauteurs. Et c'est sûr que s'il faut aller du sud au nord, dès que tu viens, t'habites un peu dans les hauteurs, c'est 3-4 bus, tu peux mettre une journée. Mais en général, l'avantage, c'est que, l'avantage, je parle à des mecs plus vieux, ils étaient prêts à se déplacer en voiture un peu. À venir te chercher. À venir me chercher. Évidemment, ils ne pouvaient pas venir me chercher dans la maison de mes parents, parce que j'étais pas du tout out. Mais il suffisait, entre guillemets, que je prenne un bus et ils venaient me chercher ensuite. Ok, compris. C'est vraiment quelque chose que j'entends énormément depuis que je suis à La Réunion. Et je crois même, genre en dehors de La Réunion, c'est pas du tout spécifique réunionnais, mais l'omerta, le silence homophobe et l'interdit d'être homosexuel, l'absence de référence, etc., nous met, quand on est jeune, en pâture pour les prédateurs. Exact. Parce qu'en fait, tu peux... Moi, ce que si ça a été mon expérience aussi, tu parles à des mecs beaucoup plus vieux sur Internet, tu ne peux en parler à personne, et ta seule porte, c'est d'avoir de la sexualité avec eux. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas d'autre possibilité. Oui. Et franchement, tellement de gens me racontent exactement la même histoire. Hein. Ouais, bien sûr. C'est que. T'es d'accord? Ah, mais je suis tellement d'accord. Moi, et la vraie question que je me suis posée, c'est est-ce que j'ai posé ces lapins à ces 2 personnes, parce qu'il y en a 2 que j'ai en tête et qui étaient beaucoup plus âgés, et aujourd'hui, vraiment, je les identifie comme des prédateurs, donc heureusement que je ne suis pas allé. Mais est-ce que je ne suis pas allé parce que j'avais peur de mon corps et du jugement? C'est une possibilité. À l'époque, ce que je me disais, et c'est aussi vrai, je pense que c'est un peu des deux, c'est que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Personne ne sait où tu vas, tu les connais pas, ils ont 20-30 ans de plus que toi. Si t'arrive quelque chose, on ne sait pas où tu es. Je ne savais même pas moi-même où j'allais. Il y a même un des 2 qui avait refusé de m'envoyer sa photo. J'avais juste une photo de son corps un peu de loin. Et il parlait, en plus c'était un prédateur, il me disait qu'il allait me faire ma fête, pour parler concrètement. Moi, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je rêvais du prince charmant et d'un lit avec des pétales de rose. Donc, mais j'avais envie de sexe, donc j'étais prêt à le faire. Ouais. Est-ce que tu peux me raconter ce que ça veut dire d'être yab? Ouais. Faut savoir qu'à La Réunion, il y a un multiculturalisme assez fort. On est assez connu pour ça. La Réunion porte bien son nom, c'est la Réunion des cultures. Et on est catégorisé, même si on n'aime pas les étiquettes, on est catégorisé en diverses ethnies. Les Yabs en font partie. Petit rappel, un peu, on a les Malbars, qui sont les hindous. Les Arabes avec un Z, on va dire Arabes, qui sont les musulmans, originaires plutôt du Pakistan. Les Kaf, qui sont les Noirs, originaires d'Afrique et un peu de Madagascar aussi. La communauté chinoise, qui est très présente à La Réunion, avec l'engagisme. Et les Yabs, je n'ai pas oublié personne. Les Yabs, c'est les petits blancs des hauts, qui, à l'époque du colonialisme, en fait, sont allés s'installer. Ils n'avaient pas de terre sur le littoral, donc ils sont allés s'installer dans les hauts. C'était les petits blancs pauvres. Petits dans le sens... C'est comme ça qu'on les appelait, les petits blancs. Dans le sens inverse, en fait, t'avais les gros blancs, c'était les propriétaires terriens. Les riches, c'était les gros blancs. Et les petits blancs, c'était ceux qui étaient pauvres, parfois même mariés à des malgaches, souvent. Enfin, parfois, souvent. Et donc, ils allaient dans les hauts, les petits blancs. Et comme ils étaient... ils sortaient un peu de la paroisse, ils continuaient à avoir leur religion, mais ils ne la suivaient pas avec ceux des débats. On les appelait les petits diables, les diabs, et de diable, ça a donné yab. Donc de diable, hein. Diable, oui, pardon. Diableux, et en créole, en créole, diableux, on aura tendance à le dire diab. Ouais. Et diable, ça a donné yab. Ouais. Et donc les yabs, c'est les blancs des hauts. Tout ça pour dire ça, les yabs, c'est les blancs des hauts. J'ai une question de curiosité parce que du coup, quand je parlais de toi, je décrivais, en assurant ton anonymat, mais bien tu vois, je décrivais ce que tu allais raconter, machin. Je sais pas comment à un moment donné la conversation est venue. On m'a dit, ah non, les yaps sont uniquement blancs. Yap, ça veut dire blanc. Toi, tu n'es pas blanc.
Et j'étais là, enfin bon, vous êtes gentil, vous allez. Enfin, si lui dit qu'il est yab, Oui. on te le dit souvent, ça? Oui, on me le dit. Même les Réunionnais le disent. Un yab, c'est blanc. Et c'est vrai, un yab, c'est blanc. Mais mon histoire fait que toute ma famille est originaire des Hauts. Et le métissage fait que, oui, dans mes ancêtres, il y a eu des gens qui n'étaient pas yab, qui sont venus s'installer dans les Hauts. Il y a 2 générations de ça, du côté de mon père. Et qui, du coup, a donné cette couleur de peau métissée. Et ce métissage dont je suis fier. Mais je suis yab, et n'en déplaise aux gens, et puis en général les gens comprennent. Hein. Quand je dis je suis yab, j'aurais pas dit puisque t'es pas blanc, mais il suffit que je sors souvent la photo de ma famille, je fais voilà mon père, son frère, voilà mon frère. Ah ouais, mais tu m'as montré ce que j'allais dire. La photo de ton frère, c'est impressionnant. Et le métissage à La Réunion, c'est quelque chose de très... Il est blanc comme moi, ton frère. C'est ça, mon frère est blanc, châtain, il a les yeux clairs. Et moi, je suis métisse, j'ai les cheveux un peu bouclés, front crépus, et les yeux foncés. Donc, c'est ça le métissage à La Réunion. Donc oui, les yabs, pour répondre à ta question, les yabs sont traditionnellement blancs, mais le métissage fait que des blancs peuvent avoir un enfant métis. Bah, La Réunion, j'ai l'impression que c'est la définition du métissage. Enfin, moi, je découvre, c'est impressionnant. Est-ce qu'il y a des spécificités dans cette ethnie qui expliquent l'homophobie que tu as vécue? Ou est-ce que c'est vraiment genre l'homophobie universelle, hein, j'essaye pas de... Ouais. Mais tu vois, dans ta manière, dans l'homophobie de ton père, est-ce que... Moi, j'y connais rien aux ethnies à La Réunion, ou est-ce que c'est vraiment... Parce que, genre, franchement, ce que ton père a dit devant la télé, non mais moi, le nombre de témoignages que j'ai partout dans le monde de pères qui disent pas de PD chez moi en changeant de chaîne. Ouais. Mais est-ce que cette ethnie porte une histoire particulière? Je ne pense pas. Pas particulière, en tout cas. Ouais. C'est vrai qu'à La Réunion, on est très croyants, et même si on les appelait les diables parce qu'ils sortaient de la paroisse dans le sud, on reste très religieux quand même à La Réunion et même dans les Hauts. Donc c'est peut-être lié un peu à ça, mais c'est global, c'est pas lié aux Yab. On n'est pas plus homophobe chez les Yab qu'on l'est chez les Arabes ou les Arabes avec un Z, je répète. Hein. Ouais, qui sont donc les musulmans à La Réunion. Pakistan, Inde, musulmans, ouais. C'est ça. Et on n'a aucun problème aussi avec ça à La Réunion. Le mélange culturel marche très bien, de façon générale. Et tout le monde est homophobe. Ouais, voilà, soyons homophobes. Voilà. Non, mais c'est un peu vrai quand même. C'est vrai, c'est totalement vrai. Tous les témoignages c'est totalement vrai. Gens, tous les gays et queer à qui je parle me racontent avoir grandi, quelle que soit la religion. Parfois même ici, les gens ont 2 religions. Oui. Couleur de peau, ethnie, lieu dans l'île, etc. Localisation. Même histoire copier-coller. Et je dirais même plus, même histoire partout dans le monde où je fais témoigner les gens. C'est juste... et je trouve toujours cette universalité. Et que quelqu'un d'ailleurs... alors j'aimerais bien le citer, bien entendu j'ai oublié, mais un chercheur me dit, tu sais Guillaume, cette universalité, elle est aussi beaucoup liée à la colonisation, parce qu'en fait les Britanniques et les Français sont allés écraser des cultures qui pouvaient célébrer différents genres, pouvaient célébrer des sexualités ou de l'intime, mais au nom de la religion. Non, il faut taire, il faut rebinariser extrêmement, dire non, un homme c'est ça, une femme c'est ça, et au-delà on veut pas entendre. Et bien sûr, tabouiser la sexualité, le rapport sexuel hétéro, et du coup criminaliser aussi pour les Britanniques. Les relations entre personnes de même genre. C'est ce que j'ai lu le livre d'un auteur africain, je ne saurais plus de quel pays, je suis désolé, qui expliquait ça, que en fait l'homophobie qui est très présente dans les pays d'Afrique est assez incroyable, parce qu'il y a quelques années, mais un peu plus que quelques années, quelques décennies de ça, avant la colonisation en tout cas, l'homosexualité était célébrée dans certaines tribus, c'était normal, c'était accepté. Les colons sont arrivés, ont mis en place le christianisme et on dit non, l'homosexualité c'est mal, et depuis ça perdure, alors qu'avant la colonisation, quelque chose qui veulent combattre aussi, l'homosexualité était acceptée dans pas mal de tribus. C'était pas parfait. Non. Mais c'est assez intéressant, notamment j'invite les auditeuristes à faire des recherches sur le roi ougandais bisexuel.
Il y a tout un tas d'histoires et du coup justement les militants locaux essayent de reconnecter les habitants avec leur histoire en disant mais regardez avant la colonisation d'où on vient. C'est vachement intéressant. Toi à 18 ans tu pars en France hexagonale, métropole, Montpellier, tu y passes 11 ans et tu reviens à 26 ans dans ta Réunion. Pourquoi c'était important? Pourquoi revenir? Et tu vois, genre le moment où tu es dans l'avion du retour, tu sais que tu reviens dans un lieu où t'es pas... Est-ce que tu es out à ce moment-là? Ouais. Ok, tu l'étais. Oui, c'est aussi ce que j'allais te dire, c'est que peut-être avant de raconter pourquoi je reviens, peut-être raconter comment je suis parti aussi et pourquoi je suis parti. Moi, je suis parti à 18 ans. Avec le recul, je me rends compte que je n'étais pas encore Nicolas. Je n'étais pas moi-même. Je m'en rendais un peu compte quand même à l'époque. Je savais que je jouais un rôle. Je savais qu'il ne fallait pas croiser les jambes comme ça parce que ça faisait pas assez masculin. Et je me décroisais les jambes à chaque fois. Et arrivé à Montpellier, je te l'ai dit pendant notre pré-entretien, j'avais l'impression de sortir la tête de l'eau. C'est-à-dire que j'étais en apnée pendant 18 ans. Et arrivé à Montpellier, je me suis épanoui. Une fleur qui sort enfin, qui fleurit, hein, où on peut prendre aussi le papillon qui sort de sa chrysalide, ce que tu veux comme comparaison. Ou non, c'est quoi la fleur que tu m'as montrée qui est trop belle? Il y en a plein. T'appelles pas là le datura. Non, le datura, c'est un poison, c'est pas ça. Mais si, elle était trop belle. C'est en forme de trompette qui sent super bon. Tu me compares à un poison, c'est gentil. J'avoue, c'était très malvenu de ma part. Et où tu m'as dit, si tu lèches, tu meurs. Ouais, tu verras des éléphants roses. C'est un peu pareil avec moi, peut-être. Très mauvaise image. Mais tu fleuris. J'ai fleuri, vraiment arrivé à Montpellier, et vraiment ça a été soudain. C'est-à-dire que je suis arrivé à 18 ans, je me suis dit, ça y est, j'existe, je peux faire ce que je veux, et je peux enfin rencontrer, et c'est là que j'ai commencé à rencontrer des gens qui me ressemblent. À 18 ans, je n'avais jamais parlé, j'avais jamais rencontré, alors parler sur Internet oui, mais rencontrer un autre homosexuel, ça n'était jamais arrivé. Donc direct, je suis allé voir dans des associations à Montpellier, je me suis impliqué dedans. Et j'étais fou. Et puis, je suis devenu quelqu'un de très sociable, solaire. C'est pas que je ne l'étais pas avant, mais beaucoup moins. J'étais plus renfermé. Et à 18 ans, je me suis révélé. Petite question, parce que pour les gens qui savent pas du tout à quoi ça ressemble la Réunion, toi, t'es pas loin du Piton de la Fournaise, on est d'accord? Ouais, à vol d'oiseau, je suis pas loin, c'est vrai. Tu voles pas, en fait, t'es pas un oiseau. J'ai essayé, ça n'a pas marché. En fait, le moment où toi, t'as pas vu d'autres homosexuels avant 18 ans, ce que j'ai essayé de dire, c'est que quand on dit qu'on est dans les hauts, c'est qu'on est loin des bas. Ouais. Les bas, c'est le littoral, c'est là où il y a la mer. Voilà, il n'y avait pas d'assaut, il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de bar. Non. T'avais pas de voiture pour y aller. Non. Ou il y avait des bus, mais en tout cas, Il n'y avait pas de... En tout cas... Il y avait des homosexuels dans les bas. Il y avait des homosexuels, enfin oui, les homosexuels, c'est ce que je raconte. Les gens disent, il y en a de plus en plus à la télé, les gens le sont de plus en plus. Non, c'est qu'ils y étaient et ils se cachaient ou ils ne l'acceptaient pas. Donc des homosexuels, il y en avait. Tu ne savais pas comment les trouver? Je ne savais pas comment les trouver. Waouh. Et les associations, s'il y en avait, je ne les connaissais pas. Il me semble, j'ai peur de dire des bêtises, à l'époque, il y avait un bar, le Queen, qui était à Saint-Denis. Quelque chose comme ça, assez vague. Enfin bref. Une ville au nord de l'île. Une ville au nord qui est très loin de chez moi, même en bus, c'était pas faisable. De toute façon, c'était la nuit et j'étais geek, je ne sortais pas de ma chambre. Un bar, c'était inimaginable. Enfin, je te dis waouh, mais en fait, je suis complètement idiot. Moi, j'ai grandi en région parisienne, à Versailles. Mais avant 18 ans, je sais pas du tout où j'aurais pu. Enfin, à 18 ans, j'avais pas les infos pour savoir où rencontrer un autre homosexuel. Bien entendu, aujourd'hui, ça paraît une évidence de dire tu vas sur Google et tout. Mais bon, bien sûr. C'est que à l'époque, ça n'était pas le cas. Et en fait, c'est qu'on voit ça avec le prisme actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, les jeunes de 15 ans, 16 ans, quand je leur dis qu'à 18 ans, je n'avais jamais rencontré un autre homosexuel, ils me regardent avec des grands yeux, ils me disent mais comment c'est possible? Pour eux, c'est même pas possible. Alors que moi, pour moi, c'était une évidence. Même maintenant, à mon âge, 36 ans, des gens qui étaient au lycée avec moi, je sais qu'ils sont gays. En fait, je me suis dit, en fait, on était dans la même galère. Et si on avait su, mais bon, c'était pas possible. Et donc, pour en revenir à mon histoire, 18 ans, j'ai jamais rencontré d'homosexuel. J'arrive à Montpellier. Je fais des rencontres, mais pas des rencontres ni amoureuses, ni sexuelles. C'est vraiment dans le but d'échanger. Je me mets dans une association.
Et donc, c'est la vie. Je me mets sur un site de rencontre quand même, parce que j'ai envie de faire des rencontres amoureuses et sexuelles. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'était compliqué parce que je me suis rendu compte, en fait, ce milieu gay que je ne connaissais pas, qui est très présent à Montpellier, est très porté sur le physique quand même. Et c'est là où on en revient à ce que je disais au début, c'est que moi j'ai un problème avec mon physique et je ne m'aime pas, je me trouve pas beau, que ce soit, alors mes seins, ça j'en ai déjà parlé, et tu l'as dit dans ton introduction, la taille de mon sexe qui commence à être un vrai problème à partir de mes 18 ans, justement, à partir du moment où j'arrive à Montpellier, parce que j'avais cet espoir jusqu'à 18 ans de, ça va grossir, ça va devenir comme les autres, en tout cas ce que je vois, les autres, parce que la définition, ma sexualité, c'est définie comme ça aussi. Je ne voyais pas d'autres homosexuels. Donc, j'avais accès à une connexion Internet. Donc, ça s'est fait à travers les pornos que je pouvais trouver, que je regardais en cachette, en sueur. J'ai effacé mes historiques parce que déjà, un adolescent lambda, j'ai envie de dire hétéro, qui se fait prendre en train de regarder des pornos, c'est compliqué. Quand t'es pas out et que tu regardes des pornos gays, c'était encore plus compliqué, donc j'effaçais bien ça. Mais ma sexualité s'est développée là-dessus, sur ces pornos que je pouvais voir. Et où ils ont des bites surdimensionnés. Surdimensionnés, mais à l'époque, je ne savais pas. Ouais, bien sûr. Pour moi, c'était la norme. Bien sûr. Et j'étais très loin de la norme. Du coup, quand tu dis à 18 ans, ça a commencé à poser un problème, comment ? Parce que tu as commencé à voir d'autres hommes nus. Non, même pas. C'est même pas ça. C'est qu'à 18 ans, je me suis dit, en fait, je crois que ça poussera pas plus. Ça poussera pas plus, quoi. Ah oui, d'accord, ok, ouais. Je me suis dit, ça y est, je suis adulte. Alors, je suis un grand. Et ça y est, je suis en possibilité de rencontrer d'autres hommes. Mais j'ai un peu peur, j'ai honte de ce que j'ai entre les jambes. Donc, je l'ai pas fait. Et cette communauté, donc il y avait ça, ce blocage-là. Ce blocage, ce corps que j'avais qui ne me plaisait pas. Et quand je sortais, parce que pour le coup, là, j'ai commencé à sortir en boîte, je voyais sur les sites de rencontres, parce qu'il n'y avait pas Grindr à l'époque, je voyais que ce qui était mis en avant, c'est les corps musclés, les abdos, ce que je n'avais pas. Donc, ça a été compliqué de tisser des liens, de rencontrer des gens. J'ai comme ça fait quelques dates un peu maladroitement. Ça n'a pas marché, et puis avec mon mari actuel, ça l'a bien fait. Ce que je faisais, c'est que dès le début, en fait, un peu comme toi, comme tu disais tout à l'heure, si tu te regardais tu dis, et que tu te trouvais pas beau, tu le disais, pour essayer de rompre un peu ce cercle vicieux, et ben, je faisais pareil. Je dis bonjour, je m'appelle Nicolas, et j'ai un petit sexe. Je l'évacuais comme ça, ouais. et je me dis comme ça, ils ont l'info. C'était pas toujours aussi brutal, mais c'était l'idée, c'est qu'assez rapidement, ça arrivait dans la conversation. Ouais. Pour que, si ça te plaît pas, on passe à autre chose, et puis que c'est pas la personne confrontée au dernier moment à mon sexe qui me rejette, qui aurait été très violent pour moi. Ouais. Et voilà, c'est comme ça que je faisais. Et en fait, ta première fois, c'est ton mari d'aujourd'hui. Ouais. Et en fait, vous vous rencontrez en ligne. Ouais, en ligne. Tu lui dis rapidement. Ouais, je lui dis. Tu parles de ta bite. Ouais, et lui, il répond quoi ? Il répond, mais je m'en fous. En fait, c'est pas un problème. Donc, ça m'a rassuré. Il m'a dit, mais je te trouve très beau, très sexy. Voilà, il m'a rassuré sur ma capacité à lui donner du plaisir. Trop bien. Il t'a dit, je m'en fous. Est-ce que c'était déjà à l'époque, t'avais dit, bon, allez, je pénétrerai personne, je serai juste passif, ce qui fait qu'en fait, si je me trouve un seulement actif, il s'en foutra parce que, de toute façon, possiblement, cette part-là l'intéresse pas. Tout ça, c'est des énormes préjugés, parce qu'en fait, tu peux apprécier pénétrer quelqu'un et le sucer, ou genre jouer avec son sexe. Mais bon, ton cerveau a produit ça ou pas ? Je pense que ça a été assez inconscient, tout ça. Je me suis jamais dit, j'ai un petit sexe et je serai passif. J'ai du mal, même encore à l'heure actuelle, à savoir quel mécanisme s'est mis en place. Est-ce que c'est un mécanisme ? Est-ce que juste, peut-être... On n'en sait rien, peut-être que c'est pas lié à la taille de mon sexe, peut-être que je prends juste plus de plaisir en étant passif, peu probable quand même. Je pense que ça s'est fait inconsciemment. Pour répondre à ta question, en tout cas, je me suis jamais dit j'ai un petit sexe, donc je serai pas actif, je serai que passif. Tout à fait. Je te propose qu'on s'arrête là pour la première partie. Avec plaisir. Et on va se rafraîchir. Avec plaisir aussi. Ça te va ? Très bien. Tu veux vite, hein ? Ouais. C'est fluide aussi. Amis messins,
parisien ou suisse, à vos agendas, prochaine rencontre entre auditeurs. À Metz, c'est le 11 et 17 janvier soir. À Paris, samedi 1er février après-midi. Et à Lausanne, samedi 15 février après-midi. À Paris et à Lausanne, ça sera des rencontres avec un cercle de parole enregistré. Attention, place limitée. Prends ta place maintenant en remplissant le formulaire sur le site du podcast, page rencontre et live, bit.ly/comment devenir. Et maintenant, je te donne les dernières infos sur les coulisses du podcast et comment la communauté des auditeurs peut t'aider. Mais d'abord, on doit parler sous. Ce podcast, c'est mon boulot à temps plus que plein et j'ai pris 2 décisions. Première décision, je ne veux pas rendre le podcast payant. Je veux qu'il reste accessible. Deuxième décision, je ne veux pas non plus de sponsors commerciaux. Vous vendre du lubrifiant ou des godes que j'utilise pas, non merci. Je limite mes sponsors à des assos ou aux services publics dont je porte déjà les messages de santé, mais bon, ça réduit beaucoup mes possibilités financières. Donc je dépends de vous, mes petits auditorices. Depuis 1 an, je cherche 400 auditeurs, auditrices qui peuvent me donner 5 € par mois pour que ça me fasse un gros SMIC, une sécurité financière minimum. Le pari est risqué, demander des sous pour un podcast gratuit dans une culture francophone qui n'a, il faut le dire, pas l'habitude de soutenir ses créateuristes de contenu, c'est pas facile. On est 180 sur les 400. Je galère à faire décoller tout ça, alors si tu aimes mon contenu et que peut-être même ça t'aide, rejoins les 400 maintenant. Direction le site du podcast, tu vas pouvoir donner via ma plateforme de dons ou en direct avec mon RIB par mois ou en une fois pour un soutien annuel. D'ailleurs sur 1 an, ça fait 60 €, en gros le prix d'une séance de psy d'1 heure. Tu n'as pas de sous, t'inquiète, je comprends, alors clique tout de suite sur s'abonner. Dans ta plateforme d'écoute, active les notifications pour recevoir le titre de l'épisode dès sa publication et mets 5 étoiles et un commentaire sur la page du podcast sur Spotify et Apple Podcast. Ces petites actions, ça pousse l'algorithme à proposer le podcast à plus de gens et ça m'aide à trouver des témoignages et des donatrices. Bon, maintenant, faut que je te parle de ce qui se trame derrière le podcast avec notre belle communauté des auditeurs. Sur le site du podcast, tu trouveras notre annuaire collaboratif des soignants-soignantes gays ou queer-friendly. On se partage entre nous nos contacts des soignants avec lesquels on se sent safe, médecins généralistes, proctologues, psy, sexothérapeutes, etc. partout dans le monde. Tu trouveras aussi mes réseaux sociaux et ma communauté WhatsApp. Je te montre ma petite tête, je te raconte les coulisses du podcast, souvent je pose des questions pour des futurs épisodes, je demande de l'aide ou toi, tu peux aussi m'envoyer des messages, par exemple des messages d'amour pour me motiver, ça me fait très plaisir. Tu trouveras aussi sur ce site la communauté Discord du podcast, c'est là où les auditeurs peuvent parler entre eux, peuvent parler des épisodes, de culture et aussi de sexe et de leurs sujets intimes. Pour découvrir tout ça, tu tapes dans ton navigateur bit, c'est bit sans e.ly/comment devenir. Merci à toi et à très bientôt dans tes oreilles.